On va y arriver. Donc voilà, je vais vous reprendre rapidement, maintenant on va le dire de façon claire. Il y a souvent la question qui se pose, est-ce que le jour de Pessah, on doit faire la bdika si on sait qu'on ne va pas être chez nous? Ça arrive très souvent. On va partir en voyage, on va partir chez des amis et tout ça. Alors j'étais en train de dire le principe. Si on est un mois avant, ce qui n'est plus le cas, puisqu'aujourd'hui on est déjà le 17 Adar, hein, faut pas vous stresser, hein, mais c'est bientôt Pessah. Donc 3 semaines et demie. Donc à partir de là, si on est avant ce moment-là, il n'y a pas de bdika à faire. Un mois avant. Passé le mois, notre cas à nous maintenant, on ne sort pas de la maison sans faire la bdika avant de partir. C'est-à-dire même ce soir, je pars en voyage, je dois faire la bdika avant de partir, sans bénédiction. Je ne connais pas ce terme, vous pouvez traduire. Alors, je répète, vous savez qu'avant Pessah, il y a une vérification à faire dans la maison. On met 10 morceaux de pain, et je vous en supplie, avant de les mettre, comptabilisez-les et indiquez où vous les mettez. Comme il a dit Rabassoun, une année, il nous avait traumatisé avec cette histoire. Une année, sa femme, elle avait mis du pain et elle avait perdu. Et il ne les retrouvait plus. Des fois, on met les morceaux, on ne sait plus où on les met. Donc, 2 choses. Les comptabiliser pour savoir où ils sont et les indiquer. J'ai mis à tel endroit, ça paraît un peu enfantin, mais ça nous évite des problèmes de se retrouver avec du pain. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai entendu des gens qui justement prennent pour la bdika de la matzah frite. Comme ça, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Que si jamais le morceau de pain se perd, c'est la matzah. D'accord? Mais bon, nous on prend du pain. Et deuxième vigilance, ça c'est pour vos maris qui vont aller brûler ou la famille, prenez des morceaux de papier sopalin. Pas d'aluminium, parce que si vous mettez de l'aluminium, vous savez, c'est quelque chose qui ne craint pas le feu. Là, quand on faisait les barbecues dans les colonies, on entourait les pommes de terre de papier aluminium. Vous savez que ça ne se brûle pas. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du papier sopalin, le scotcher, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de miettes. Éventuellement, l'idéal, après c'est des détails, hein, prendre de la pita. Vous savez, la pita. Vous savez pas de miettes. Chez nous, on dit leur cesse. Oui, mais c'est exactement ce que je viens de dire, madame. La matzah frite, j'ai appris ce terme que vous êtes en train de dire en anglais, ce Shabbat. D'accord? Et quelqu'un m'a dit, nous on fait le rses. Je lui ai demandé, c'est quoi le rses? Il m'a dit, c'est la matzah qui est frite dans l'huile. Le rses, voilà. De l'eau, de sel, voilà. des graines de sésame noir. Voilà. Faites une boule. Ouais, vous avez la recette en direct là. C'est Constantine. Voilà. La même c'est Constantine. Faites une boule. Voilà. Vous partagez 700 grammes de semoule, ça vous fait 7. Exactement. 7 galettes. Voilà. Oui. Moi je fais 10 paquets, mais ça va. 10 parce que c'est Alpi. Moi j'ai entendu une fois, j'ai pas maintenant l'adresse, vous me prenez un peu dépourvu, qu'Alpi à Kabbalah, selon la Kabbale, c'est bien le nom 10. D'accord? Alpi à Kabbale. Je crois que le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, il disait, ça vous dérange la clim? Non, il y a de l'air. Ah voilà. Le Harizal, il disait que c'était le Harishon, c'est Alpi à Harizal. Le Mishnah Berurah, il dit que c'est Alpi à Harizal qu'on doit prendre 10 morceaux. Donc vous avez compris en tout cas ce qui concerne le principe. Je sors après les 3 semaines, après le mois juste avant Pessah, je fais une vérification sans bénédiction. Je vais essayer de dire le moins de mots en hébreu, comme ça vous y retrouvez. Mais par contre, si je sors le jour de Pessah, c'est-à-dire le 14 au soir, parce que vous savez que dans la Torah, le 14 au matin, je dois brûler. Le 14 au soir, dans la Torah, la nuit commence toujours la veille. Donc le 14 au soir, je vais faire avec la bracha. Mais si je sors le 13, par exemple, sans bracha. D'accord? Voilà, ça c'est clair. Juste la veille avec la bracha, sinon. Pardon? Juste la veille. Voilà. Sinon, après, si c'est le jour même que ça se passe, là bien évidemment qu'il faut faire avec la bracha. Il faut savoir que les femmes, elles sont autant ordonnées d'annuler le chametz que les hommes. D'accord? Donc c'est-à-dire que si le mari n'est pas là, eh bien à la dame de faire sa bdika chametz et de faire son biour chametz. La bdika c'est la vérification, le biour c'est le lendemain, la consommation du chametz, ou bien comme on dit certains à la synagogue, on peut jeter à la mer, vous savez, mais il faut être très vigilant, parce que si je jette à la mer, il faut vraiment que ça tombe dans l'eau, il ne faut pas que ça reste existant, vous comprenez? Comme il y en a qui ont dit des fois, nous on jette dans la poubelle. Tu as jeté dans la poubelle, mais après il faut que ce soit efker, il faut le rendre, il faut vraiment l'abandonner. Ils disent même la poubelle pour mettre un produit. Voilà. Donc le mieux c'est de le mettre au feu. Je vais vous donner une adresse. Vous connaissez tous le Kollel de Marseille. Vous avez entendu parler en face du Beth Miriam.
Là-bas, il y a un une grande midoura. En français, c'est un grand feu où tout le monde jette son chametz dedans. Voilà, vous avez un endroit. Parce que souvent, les gens me disent, mais comment on fait sur notre balcon, on n'a pas où le brûler. Allez au collège toute la journée. Dès 9h du matin jusqu'à 15 ou 16h de l'après-midi, il y aura un feu, enfin, je dis bêtise, jusqu'à l'heure limite, d'accord? Il y aura un feu pour pouvoir brûler son chametz, d'accord? Pareil, une dame peut très bien vendre son chametz. C'est pas une mitzvah qui est dépendant que des hommes, d'accord? Maintenant, par contre, vous savez que le lendemain, on doit faire le bitoul chametz, kol, chamira, deika, birchuti, dela, chazité ou dela, d'accord? Mais ça, c'est le mari normalement qui le dit. Il dit tout ce qui est dans ma maison. Mais si le mari n'est pas là, eh bien la femme, elle va dire la même chose en rajoutant juste kol, chamira, tout chametz qui est en la possession de mon mari, puisque c'est lui qui aurait dû le faire, je l'annule, moi, à sa place, comme la poussière de la terre. Oui? Pardon. À partir de quelle heure on arrête le chametz? Alors, il faut voir, ça dépend des communautés. D'accord? On dit à partir de la 10e heure. En général, ça tourne autour de 10h, 11h. D'accord? Et bien vérifier l'horaire que la communauté va vous communiquer, ce qui s'appelle Sha'asirit. D'accord? Faire bien attention à ça. Alors, je sais pas, alors Radio SF, il a fait un petit virage à droite. Et il dit, entre parenthèses, vous savez qu'il y a une mitzvah, d'accord? Alors, cette mitzvah, elle commence depuis Tou Bishvat. Si vous étiez au cours de Tou Bishvat que j'avais fait, j'avais dit que dès que Dieu il a fait un miracle, que dans les troncs d'arbres, d'accord, la sève ne monte pas pendant l'hiver. Vous vous rappelez? Parce que qu'est-ce qui se passe si on met une bouteille au congélateur? Elle explose. Dieu, il a fait un miracle. Eh bien, c'est que cette sève, elle ne monte pas durant tout l'hiver, jusqu'à Tou Bishvat. À Tou Bishvat, elle commence à remonter jusqu'à Pessah, où les arbres sont en fleurs. Voilà pourquoi dès que Pessah arrive, dès que Rosh Chodesh Nissan arrive, d'accord? Cette année, ça ne sera pas ce samedi où on fait la bénédiction du mois, mais samedi prochain. Donc dimanche dans 2 semaines, d'accord? Arrangez-vous pour aller chez des amis, ou peut-être même chez vous si vous avez des arbres fruitiers. Invitez la communauté, c'est une grande mitzvah aussi, pour faire Birkat Ha'ilanot. Autant les hommes, autant les femmes. Parce qu'il n'y a pas d'heure précise. Vous savez, tout ce qui est dépendant du temps, une dame, elle n'est pas obligée. Vous savez pourquoi? Parce que déjà une dame, alors à l'époque, on disait qu'elles étaient à la maison et qu'elles s'occupaient des enfants et qu'elles n'avaient pas le temps. Aujourd'hui, non seulement elles sont à la maison, mais elles sont dehors, elles travaillent aussi. Qu'est-ce qui leur reste comme temps? Rien du tout. Voilà pourquoi est-ce que toutes les mitzvot qui dépendent du temps, une femme n'est pas obligée. Mais la Birkat Ha'ilanot, elle ne dépend pas d'un instant T, d'un moment précis. Elle commence Rosh Chodesh Nissan et elle se termine Rosh Chodesh Iyar. Donc on a un mois. Mais nous, on ne va pas attendre, parce que vous savez ce qu'on fait? Imlo Arshav, il y a un principe dans un vote. Si ce n'est pas maintenant, et ma taille, quand est-ce que je vais le faire? Ça, c'est un grand principe dans la vie. Tout ce que on doit faire, on le sait très bien. On est Atzlan, hein? Moi je parle pour moi, on est feignant. On dit, bon, allez, demain, Altomar, les Kshefne et Shne, ne dis jamais quand j'aurai le temps, je ferai Shema Lotipane, de peur que finalement tu n'auras pas le temps de Lotishne et tu n'enseigneras pas. C'est pour ça que dès que Rosh Chodesh Nissan arrive, homme comme femme, vous ne croyez pas que c'est une mitzvah qui dépend uniquement des femmes, des hommes, même les femmes doivent faire Birkat Ha'ilanot, d'accord? Alors maintenant, je sais qu'il y a des gens, et les magasins, ils sont en train de nous mettre d'année en année, je remercie Superka d'ailleurs, hein, qui nous met d'année en année le stress. Cette année, avant Purim, j'ai déjà vu les rayons se vider. Moi je dis que si quelqu'un il veut faire fortune, il vend du Chametz jusqu'à la veille de Pessah. Il fait fortune. Parce que là, regardez, maintenant, il n'y a plus de Chametz déjà. Le Chametz, il n'y a plus dans les magasins, pratiquement plus. Maintenant, donc s'il n'y en a plus, c'est qu'il y a déjà les affaires pour Pessah. Il faut être vigilant, surtout avec les enfants et tout, et si vous avez des petits-enfants à la maison, de ranger vos courses de Pessah dans un endroit où il n'y a pas de Chametz. Si on en achète dès maintenant, je ne sais pas c'est quoi le stress, mais bon, disons qu'il y en a qui veulent se dépêcher, il vaut mieux le mettre dans un endroit où, comment dirais-je, on ne va pas faire entrer là-bas de Chametz. Et il parle aussi des dames, apparemment à l'époque, on vérifiait dans le riz, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui encore, que dans le riz, il y a des grains de blé. Alors vous savez, On trie toujours maintenant. voilà, ouais, exactement. Alors pour ceux qui mangent le riz, on va en parler, hein. Pour ceux qui mangent, moi par exemple, je ne mangeais pas de poulet à l'époque. Alors je vais vous dire, moi je vais vous donner aujourd'hui une permission. Vous vouliez poser une question tout à l'heure? Ah d'accord, d'accord. Ah d'accord. Il n'y a pas de souci. Ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, moi j'étais comme certaines personnes, je ne mangeais pas de poulet. J'ai eu la permission, Zechono, du Rav Mordechai Eliyahu, d'accord, d'en manger. J'ai fait partie, j'ai eu le grand mérite de faire partie de ses derniers élèves, puisqu'il est décédé 1 an après que je suis arrivé au collège, il est tombé malade et petit à petit on ne le voyait plus au collège. Et moi j'ai été à un cours et je lui ai dit, Rabbi, voilà,
Moi, ça fait des années que je mange plus de poulet. Comment je fais? Alors, il y en a qui doivent m'écouter, qui disent comment? Le poulet? Mais je vais t'expliquer. Il m'a dit à l'époque, on amenait la poule par les ailes chez le chochet. Et le chochet, il nous faisait la shrita. Après, tu te débrouillais. Tu devais la plumer, tu devais la vider. Et quand tu l'as vidée, il a dit le Rav Mordechai Eliyahu, il y avait le gésier avec à l'intérieur du blé qui avait gonflé. Et tu te retrouves à faire entrer du khaled. Mais aujourd'hui, le pauvre poulet, surtout nous les Sfaradim, qu'on pense qu'il faut faire une bdika. Et encore vous n'avez rien vu. Parce qu'ici en France, on fait la melicha, le salage du poulet comme les Ashkenazim. C'est-à-dire qu'on rentre le sel à l'intérieur, où il y avait les boyaux, on met le sel. Mais en Israël, ils font comme les Faradim, Melicha Mishnet Tzedajim, la salaison de deux côtés, c'est-à-dire qu'ils ouvrent le poulet carrément en deux. C'est-à-dire qu'à la limite, dans la théorie, vous pouvez étaler votre poulet sur la table. Tellement il a été ouvert, c'est-à-dire qu'il ouvre pour vider ce qu'il y a à l'intérieur, c'est votre respect, et en plus de ça, il le sectionne de bout en note pour pouvoir le saler vraiment des deux côtés. En France, on n'est pas noé comme ça, on sale en mettant du sel à l'intérieur, mais... Ah non, mais vous n'avez pas à le saler, il n'y a aucun souci. Ah oui, parce qu'il est déjà salé, ça que vous voulez dire. C'est vrai, mais vous savez que moi j'ai invité des non-juifs à ma table, d'accord? Et ils m'ont dit, c'est vrai que la viande que vous avez, elle est beaucoup plus salée que celle qu'on a nous. Effectivement, on la trempe dans le sel pour extraire le sang, d'accord? Qui est Adam ou un Nefesh, car le sang et l'âme, mais l'autochal, on ne peut pas la manger, d'accord? Mais tout ça pour vous dire qu'à la fin, le Rav Mordechai Eliyahu, qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Il m'a dit, regarde aujourd'hui quand tu reçois un poulet, tu peux croire qu'il y a un gésier avec du blé. Donc on peut très bien manger du poulet. C'est pas comme l'histoire du riz où vraiment il y a un problème. C'est ça que j'ai dit ici. Ceux qui achètent du riz, il faut faire attention qu'à l'intérieur il n'y ait pas du blé qui se soit glissé. Mais je dis qu'en général, d'accord, le poulet, pour pas dire toujours, il n'y a pas de gésier à l'intérieur. D'accord, les gésiers au contraire ils sont vendus à part, ils sont bien nettoyés et tout ça. Ok. Deuxième étape, certaine. Oui. Si on sort de la maison 2 jours avant Pessah, est-ce qu'on peut vendre la maison? Alors vous pouvez, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure avant que vous soyez là, oui. J'ai dit qu'on peut, dans la théorie, on peut vendre toute la maison. Qu'est-ce qu'on dit? Le hametz qui se trouve dans la maison? Dans la maison, ce serait bien de le rassembler, d'accord? Mais comme... je ne laisse pas. Oui, voilà. Comme j'ai dit aux dames qui étaient là au début, le Harizal, il a fait une promesse que celui qui fait attention d'enlever le hametz à Pessah de sa maison, il ne fautera pas toute l'année. C'est extraordinaire. Ça sera un tzaddik, il n'y aura pas de faute. Il n'y aura pas de faute toute l'année. C'est extraordinaire. Donc je veux dire qu'on a tous à gagner. Mais attention, comme j'ai dit à ma communauté ce Shabbat, de ne pas tomber dans l'extrême, que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont transformé le ménage de Pessah en ménage du printemps. Et je fais la cave, et je fais les grands placards. Makom chez Machnissim Bo Hametz. Uniquement les endroits où on rentre du Hametz, c'est tout. Ne pas commencer à faire les draps et les draps. Alors moi, est-ce que j'ai des enfants qui montent, qui grimpent chez les draps, mettent du pain là-bas? Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que quand on a des enfants à la maison, nous on fait des caisses de jouets, on retrouve des quignons de pain. Non, caisses de jouets, c'est normal. Voilà, les cartables, les poches, tout ça, il faut faire. Ça s'appelle ménage du printemps. Voilà, le ménage du printemps, il n'y a pas de problème. Alors maintenant. On peut vendre la maison. Oui, vous pouvez la vendre avec, même s'il n'y a pas de hametz. Avec le hametz, par contre vous ne pouvez pas rentrer dedans. Non, on ne rentre pas dedans. Voilà, c'est-à-dire qu'après si vous avez vendu votre maison, vous ne pouvez plus être à l'intérieur pendant Pessah. Malgré qu'il n'y a pas de hametz. Voilà. Parce qu'il n'y aura pas... Et vous l'avez vendu, vous l'avez vendu. Mais on va la vendre. Ouais, vous la vendez. À moins que vous vendiez qu'une pièce. Et à l'intérieur, vous mettez toute votre hametz. Mais j'ai pas de hametz. Alors c'est bon. Pourquoi vous voulez la vendre alors? Parce que je ne sais pas, moi, dans les marmites, toujours nous... Ah, alors attention. Si vous vendez les marmites, vous savez qu'il faut jamais vendre des marmites. Vous vendez des marmites, vous devez faire du villa, vous devez retremper toute votre vaisselle si vous vendez les marmites. Il faut dire le hametz qui est dans la marmite. Non, je dis le hametz qui se trouve dans la maison. Voilà. C'est pas la peine de dire dans les marmites. Non, dans la maison. Oui, dans la maison. C'est ça que j'ai. Voilà. Le hametz, j'ai pas. Ça c'est bon. C'est bon. J'ai l'année. Comment on cache la vaisselle? Alors on y arrive. On va parler de ça, mais avant ça, je vais aller étape par étape. On n'aura peut-être pas le temps. Si jamais j'y arrive pas, je vous expliquerai après le cours. Si on doit partir de bonne heure. Ah, d'accord. Vous me dites juste avant, je vous dirai comment faire. D'accord? Alors, d'abord, je vais parler du maquillage. Il y a beaucoup de gens qui disent le maquillage, les parfums, les machins. Sachez que tout est permis à Pessah. Tout maquillage, tout parfum est permis à Pessah, comme a dit Madame Zana.
tout ce qu'un chien ne peut pas manger. Vous avez déjà vu un chien boire du Kenzo ou boire du Gobos? Ça n'existe pas. Donc à partir de là, tout ce qui est cosmétique est permis pendant Pessah. D'accord? Et aussi, je sais pas, je pense pas que je m'adresse aux dames, je pense pas que ce soit votre cas, mais ceux qui prisent le tabac, d'accord? Si vous prisez du tabac, c'est permis, même s'il y a de l'alcool dedans, d'accord? Parce qu'un chien, il mange, je n'ai jamais vu un chien manger de l'alcool et boire de l'alcool et manger du tabac. Tout ce qui est médicaments. Alors, tout ce qui est médicaments, encore une fois, si ce sont des gélules ou des pilules ou des médicaments qui sont pour calmer les douleurs, c'est permis de les utiliser à Pessah. Parce qu'un chien ne mange pas ça. Par contre, si c'est un sirop ou si c'est des pastilles à sucer qui ont un bon goût, là, c'est plus problématique. Voilà pourquoi il faut faire attention de demander à son docteur de bien vérifier qu'on ne rentre pas dans un doute de Hametz pendant Pessah sur les médicaments. D'accord? Meikar Adin, comme j'ai dit tout à l'heure, pareil pour tout ce qui est détergent et instruments avec lesquels on nettoie, d'accord, les sprays et tout ça, il n'y a pas besoin de faire des Charles Pessah. Parce que tout ce qui est détergent voilà, tout ça, et même plus que ça, le shampoing, le Timothée, le Tahiti, le Sadakti, d'accord, Tahiti, Sadakti. C'est comme quelqu'un, il a dit une fois un chez Abrachot, il a dit au marié, moi je vous conseille une seule chose, lavez-vous qu'avec du Tahiti. Le rabbin il parle de savon, il a dit non, Tahiti, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis trompé. Apprends à dire à ta femme ou à ton mari, Tahiti, je me suis trompé, voilà, ça c'est le Tahiti. D'accord? Non, mais c'est pour vous dire que tout ce qui est savon et parfum, on peut l'utiliser à Pessah. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais quand même, alors c'est marrant parce que d'un côté, le Radio il va pleinement dans le éther, dans la permission, mais d'un autre côté, il dit à la fin, mais qu'aujourd'hui, étant donné qu'on peut trouver, alors je pense qu'il parle en Israël, c'est qu'en Israël, vous allez dans les rayons, il y a tout caché à les Pessah. Alors il dit, pourquoi tu vas aller te casser la tête à prendre un truc qui est caché à les Pessah pas caché alors que tu as caché. Mais en France, c'est exactement l'inverse. En France, c'est très cher. Et des fois, il n'y a pas tout ce qu'on veut. Alors pourquoi des trucs qui ne sont pas Raoul et Achilat Kelev? Achète-le dans le commerce. D'accord? Voilà. Alors, on va commencer. Madame, vous êtes madame Morciano. Madame Morciano. On va commencer d'abord par le four. Voilà. On va commencer par le four. Et je vais vous dire un principe, que vous le sachiez, pour tout ce qui est ustensile. Cachérisation, c'est bien parce qu'on tombe pile au moment où ça vous concerne. Tout ce qui est ustensile, on a un principe dans la halakha qu'on avait appris quand on avait passé nos diplômes, Kebol-o, Karpolto. De la façon dont le issour est rentré à l'intérieur de mon ustensile, c'est comme ça que je vais l'extraire. Kebol-o, Karpolto, c'est comme ça. D'accord? Donc, le four, comment il a absorbé le chametz? Par la chaleur tournante, par la chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 3 choses à faire. Première chose, je vais le nettoyer. D'accord? Oui, alors, dans l'ordre, là, il a mis à l'envers. D'abord, je n'utilise pas pendant 24 heures. Qu'est-ce que j'ai gagné en n'utilisant pas pendant 24 heures? On a un principe qu'après 24 heures, d'accord, le goût, peu importe à l'endroit où il se trouve, qui a été absorbé, il s'abîme. Ta'amo, pagoum. Son goût s'est abîmé. 1. Donc, je n'utilise pas mon four pendant 24 heures. 1. 2. Je nettoie mon four avec des produits du type Décafour et toute leur famille. D'accord? Pas toujours, hein. Pour le four à pyrolyse, c'est pas possible. On peut mettre du Décafour? C'est interdit. Ah bon? Alors, je n'ai pas utilisé un produit qui est permis. D'accord? Qui est permis pour ce four-là. Et le grand tridouche, parce que moi, jusqu'à maintenant, j'étais un peu marmire. Je disais aux gens qu'il fallait absolument un four à pyrolyse. J'ai été marmire avec les gens. J'étais très dur. Bien, finalement, c'est pas la peine d'avoir un four à pyrolyse. Il dit ici le Rav, une fois qu'on l'a mis à puissance maximale durant 1 heure, c'est bon. Oui? Voilà. Ou grille ou puissance maximale. Voilà. Ou grille ou puissance maximale pendant 1 heure, c'est bon. Il n'y a plus aucun souci de cachérisation. Par contre, les plaques, comment? Au chalumeau. C'est-à-dire qu'il faudrait passer les plaques, puisqu'elles ont été en contact direct avec le chametz, au chalumeau. C'est pas possible. Le plus simple, vous allez dans les magasins d'électroménager. Moi, je l'ai fait une année quand on arrivait en France, avec des fours qu'on nous avait laissés. Tu vas dans le magasin et tu achètes 2 plaques. Ça coûte quoi? 20, 35 €. Une plaque fermée, comme ça, opaque, et une plaque avec les traits, et c'est bon, oui. Si on a toujours mis du papier sur les plaques.
Et oui, mais le problème, c'est que des fois, ça peut déborder, ou des fois, ça peut coller, ou des fois, on ne peut pas savoir. Mais c'est très mauvais l'aluminium dans le four. Non, non, elle parle du papier sulfurisé. Ouais. Mais même ça, des fois, ça graisse un peu, ça peut... on ne peut pas savoir, il vaut mieux ne pas prendre de risque. Voilà, prendre de plaques, d'accord. Maintenant, au sujet du micro-ondes. Alors, il dit ici, le Rav Yosef, on a deux sortes de micro-ondes. Il y a le micro-ondes qui, lui aussi, est avec des résistances. D'accord? Donc le micro-ondes qui est avec des résistances, qu'est-ce qui se passe? On le met à chaleur maximale avec les résistances et il se caractérise de la même façon qu'on caractérise le four. C'est-à-dire qu'on le nettoie, qu'on ne l'utilise pas pendant 24 heures, d'accord? Et après on le met à puissance maximale pendant 1 heure. Maintenant, la plupart des micro-ondes ne sont pas à résistance. La plupart des micro-ondes, c'est des micro-ondes avec des ondes. Alors, il dit, je vois que vous êtes déjà bien équipé, hein. Donc, il y a deux possibilités. Ou bien, les parois du micro-ondes ne sont jamais arrivées à chauffer, et donc à ce moment-là, ça n'a jamais absorbé la chaleur forte, et donc on nettoie juste un petit peu, et ça suffit, d'accord? Ou bien, d'accord, et ça c'est, il vaut mieux le faire dans tous les cas, les parois ont absorbé à chaud, et comme a dit Madame Marciano, on met un verre, qu'on va faire chauffer avec de l'eau chaude et un petit peu de myrrhe, voilà, et il dit ici 10 minutes. 10 minutes, le temps de laisser, et sachez que c'est une coula de Rav Yosef. Je sais que le Rav Mordechai Eliaou, il a un livre aussi où il parle de la cache-route, où il dit là-bas pertinemment que le micro-ondes n'est pas cachérisable. Parce qu'il dit que par exemple, à l'endroit où il y a, vous savez, le ventilateur qui tourne, il y a une grille. Comment tu vas accéder dans la grille là-bas? S'il y a la grille, tu vas être... Donc c'est pour ça que, bon, lui, en tout cas, le Rav Yosef fermé. Et, alors on y arrive, juste après c'est la vaisselle. Et aussi, par contre, l'assiette en verre, rien besoin de faire pour les Sfaradim. Parce que les Ashkenazim, ça aussi, je n'ai jamais compris comment ça a été une discussion, mais bon, est-ce qu'au bout du compte, c'est oui ou non? Les Sfaradim pensent que le verre n'absorbe pas. Les Ashkenazim, ils pensent qu'il y a un degré d'absorption. Donc les Sfaradim qui pensent que le verre n'absorbe pas, et là je vais dire quelque chose de grand cri-douche, ils pensent qu'on peut utiliser même pour le lait et pour la viande les mêmes verres. Il n'y a aucun souci. D'accord? Et le verre de l'assiette qui tourne là, l'assiette en verre aussi, on la nettoie correctement et c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais aussi parler ici du lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, uniquement et de façon très très succincte, on prend le lave-vaisselle, on le met sur un programme d'eau chaude, d'accord? Et à ce moment-là, une fois qu'on a enlevé toute la saleté par ce programme en faisant un lavage à vide, ça suffit pour utiliser le micro-ondes. Par contre, être vigilant que, je ne sais pas, je pense que vous êtes quand même consciencieuses. Il y en a peut-être, ça ne doit pas être vous sûrement, mais il y a peut-être des dames qui mettent carrément leurs assiettes avec les saletés dedans. Et donc peut-être que dans l'évacuation en bas, il y a du khamet, des pâtes, des machins. Donc bien faire attention de bien nettoyer le filtre et l'évacuation, mettre le comment dirais-je, le lave-vaisselle en marche, et une fois que le lave-vaisselle il s'est mis en marche avec l'eau chaude et comment dirais-je, les produits, d'accord, ça suffit largement. Et j'avais vu dans Bassin Vechalav que là-bas on parlait de ça. En fait, les produits eux-mêmes ils attaquent le khamet et ils le rendent pas apte à être mangé, d'accord, pas comestible. Et c'est le même truc avec le lait et la viande. Moi je ne l'aurais pas fait, mais il faut savoir qu'il y a des hétérim d'utiliser le même lave-vaisselle pour le lait et pour la viande. C'est normal. Hein? C'est normal. C'est normal. Parce que, étant donné qu'elle est produit qui attaque, tu fais ta machine de lait et après tu fais ta machine de viande. Alors si j'étais méchant, je dirais même qu'on peut faire les deux à la fois en même temps. Mais bon, ça, moi je me permets pas de dire ça. Je suis pas assez grand pour le dire, mais je sais que je l'ai lu quelque part. En tout cas, il est évident qu'on peut utiliser pour le lait et pour la viande le même micro-ondes, le même lave-vaisselle, l'un après l'autre. Un cycle lait, un cycle viande. Mais bon, moi je l'aurais pas fait, hein, la vérité. À partir du moment où vous réussissez déjà votre vaisselle à l'eau chaude. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut être vigilant. Maintenant, vous m'avez demandé au niveau, comment dirais-je, des marmites et de la vaisselle. Encore une fois, Kebol O Carpolto, de la façon dont ça a absorbé, c'est comme ça qu'on va les faire sortir. Les marmites, alors en Israël, c'est excellent parce que il faut le voir pour le croire.
Vous sortez 1 ou 2 semaines avant Pessah dans les rues, et il y a ces gros chaudrons là, d'accord, où vous amenez vos marmites, ils vous les trempent et ils vous les sortent. C'est-à-dire que, Madame Bassano, si c'est possible, il vaut mieux acheter une autre vaisselle. Parce que dans la théorie, il faudrait tremper vos marmites, d'accord, qu'elles soient entièrement ébullitionnées dans de l'eau chaude, ou alors même les couverts, pareil, attendre que ça boue dans une marmite, et je trempe mes couverts dans l'eau bouillante. Kebol o carpolto, d'accord? Mais attention, uniquement le fer, d'accord, ou le fer. C'est-à-dire que si c'est de la céramique, c'est fini, parce que la céramique, l'argile, c'est écrit boléa, d'accord, il absorbe, mais l'enopolète, il ne sort pas, d'accord, donc ça c'est plus problématique. Donc là on parle ici des couverts et des marmites, les marmites à ébouillanter et les couverts pareil à ébouillanter. Même le tefa, il ne se trompe pas. Ils se trompent pas, pourquoi? Ils disent le tefa parce qu'il y a Ah, vous voulez dire que les constructeurs ils font attention à ça? C'est ça? Non, mais c'est interdit de le prendre. Qui interdit ça? Tefal? Non, pas tefa, ils disent que dans la Torah, ils disent. Ah bon? J'ai entendu. Pourquoi? C'est pas de la lumière. Vous voulez dire quoi? Tefal, quelle matière? Parce que c'est cette matière, cette couverture, elle est spéciale. Voilà, le tefal, il est couvert. Ça c'est un tridouche que vous me dites, il faut que je vérifie. Le tefal, il n'est pas cachérisable. Oui, voilà ce qu'ils disent, hein, mais non. Bon, en tout cas, je veux parler d'une marmite simplement en fer. C'est le mieux, c'est le mieux. Voilà, toujours la vaisselle. Hein? Toujours la Ça c'est une grande marloquette. Un revêtement, Ouais, on m'a déjà demandé la question, c'est une grande marloquette, on n'en est pas trop sorti. Est-ce que ou pas, il vaut mieux ne pas utiliser la Pessah? Parce qu'il y en a qui m'ont dit que ça a absorbé, d'autres qui m'ont dit non, ça absorbe pas. J'ai eu cette question une fois et... Parce que c'est super. Et ouais, mais il y en a qui disent que ça absorbe, ça ressort pas, il y en a qui disent que c'est bon. Moi j'ai entendu les deux courants sur ça. Sur les poêles en pierre, il y avait deux façons de voir la chose. Il vaut mieux éviter, à moins que vous ayez votre rave et vous disent oui c'est bon, allez-y. D'accord? Il vaut mieux demander quand même au rave. Hein? Voilà, il vaut mieux. Alors maintenant, là, si vous voulez, allez-y, ne vous sentez pas, comme vous voulez. Moi je vais continuer jusqu'à 40, parce que pour rattraper mon retard, mais 40 c'est bon. La plata rachmalit, hein, la plata qu'on met, alors encore une fois, toujours, si un jour vous êtes bloqué et que, je sais pas, SFR il est en panne, que vous êtes en plein, réfléchissez selon ce que je vous ai dit. Kebol o, carpolto. De la façon dont le issour, entre guillemets, c'est pas un issour, et sachez que c'est un issour, en même temps c'est pas un issour, le chametz, mais en même temps c'est plus grave que tous les issourim. Vous savez pourquoi? Parce que le chametz il s'annule pas dans 1000. Parce que d'avoir chez Eshlo Matirim, quelque chose qui a une permission, il s'annule pas dans 1000. Or, le Hametz, il a une permission ou pas? Oui. Mais bien sûr que oui. Il est interdit qu'une semaine, mais toute l'année, il est permis. Oui, sûr. Donc, même dans 1000, ça ne s'annule pas. Donc, le Hametz, c'est beaucoup plus ramour. C'est beaucoup plus grave que les autres interdits, parce qu'il n'y a pas le éther d'annuler dans 1000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et très vigilant. Par exemple, une plata. Alors, la plata, c'est pareil. Qu'est-ce qui a pu arriver sur cette plata? Que du Hametz chaud, d'accord, et c'est coulé dessus. Eh bien, on va faire la même chose. Et là, il faut être très vigilant, faites attention à vous. Le mieux, encore une fois, ça serait d'avoir 2 plaques, mais je sais que là, c'est déjà un peu plus compliqué. C'est de verser de l'eau chaude dessus. D'accord? Vous faites attention. Ouais. Voilà, plata hashmalit, dai sheishpor alea rotri miklirishon. On verse de l'eau chaude dessus. En allemand, la mama joute. Excusez-moi. Ah non. Ah oh là là, attendez. C'est vrai que la dame, elle a raison. C'est vrai que la dame, elle a raison. Elle a précisé quelque chose. Ne mettez pas la prise. Ne mettez pas la prise. Quoi que vous savez, moi je fais des trucs comme ça. Par exemple, vous savez, il y a une grande marloquette, j'ouvre une parenthèse. C'est bon de le savoir. Hein. Vous achetez une bouilloire. Vous achetez un instrument où il y a un fer qui tourne, par exemple, un broyeur. Normalement, il faut faire tes vilains de ces ustensiles. Un grille-pain. Une bouilloire. Résistance, tu peux pas. Eh bien, sachez que, alors, c'est vrai que je dis, il y a des kamikazes comme moi, par exemple. En Israël, on m'a appris à le faire, mais ne le refaites pas. Moi, je trempe même ma bouilloire et mon grille-pain. Mais par contre, après, je le laisse sécher pendant une semaine. Mais ne le faites pas, vous, ça. Vous savez ce que. Alors, comment on fait? Ah ben, on achète. Hein? Non, mais comment vous faites pour utiliser votre grille-pain, par exemple? On le met de côté. Non, mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Toute l'année, maintenant. Toute l'année. Oui. Comment on utilise les grille-pains? C'est du fer.
La tvila, Oui. le trempage d'ustensile en fer, c'est Minatora. Oui. Donc comment on utilise un grille-pain? Comment on utilise une bouilloire? Comment on utilise tout ça? Alors il y a deux solutions. Ou bien, en Israël ça existe ici beaucoup moins, en Israël on va chez un artisan juif qui dévisse une partie, un artisan qui s'y connaît, pas qui va vous ruiner l'appareil, d'accord? Il dévisse et il revisse. En France on ne peut pas faire ça. Il y a un truc un peu plus délicat à faire, mais bon, je suis sûr que vous connaissant, vous devez avoir, c'est sûr, des connaissances dans l'immeuble non juif. Vous allez chez vos amis non juifs, chez vos voisines, vous leur dites, voilà, Christiane, sois gentil, prends pour. Non, acquiert-le pour toi et prête-moi-le. Et tu me le prêtes jusqu'à que tu veux, hein, voilà. Non, mais ça, c'est un problème. Donc, pour revenir ici. Et alors, quand elle le prend elle et elle nous le redonne, on peut pas. Non, parce qu'elle vous l'a prêté. C'est à elle, c'est un ustensile d'un non-juif en votre possession. Et donc, il n'y a plus besoin de Tevila. Voilà. Non, mais ça. Elle peut le garder, hein. Oui, non, elle va pas vous le garder. Enfin, attention, vous l'expliquez un petit peu le truc. Non, mais sinon, tout ce qui est en fer, c'est Minatora, vous comprenez? Alors, pour revenir à nos moutons, au sujet de la plaque, ne la branchez pas. Voilà. Vous la posez sur un plan de travail en céramique et vous versez de l'eau chaude dessus. Et Kebol au carpolto, vous avez caché les émodes. En ayant bien enlevé les résidus. Hein, vous l'avez frottée, elle était propre. Voilà. Tu peux la laisser allumer. Les frigidaires. Kebol au carpolto. Comment il a absorbé le truc à froid? Il n'y a pas plus froid que ça. On nettoie. Hein, voilà. Le frigidaire, on le nettoie. Alors, par contre, comment dirais-je ça? Les endroits où le lavabo, voilà, les lavabos de cuisine, d'accord? L'évier. Alors, si c'est un évier en fer, il y a pu avoir de l'eau chaude avec du chametz. Par exemple, j'égoutte mes pâtes, chametz. Donc là aussi, si c'est un évier en fer, c'est le top. Ceux qui équipent leur cuisine, ils doivent penser justement à équiper avec un évier en fer. Et ils versent de l'eau chaude dessus, pareil. Maintenant, même, et c'est là le grand chidouche, j'ai appelé d'ailleurs un ami tout à l'heure en Israël, pour comprendre avec lui cette halakha. Comment ça se passe si l'évier, il est en céramique? On retourne après, les céramiques, c'est comme de l'argile. Hein, c'est ça, kharsina. Qu'est-ce qui est en argile aujourd'hui? C'est la céramique? Ils disent utiliser le marmite. La céramique, c'est de l'argile, je pose la question. Voilà. Donc tout ce qui est en argile, on a un principe dans la halakha, cheres. Il y a qu'en takana et la jvira. La seule takana qu'on puisse avoir, c'est de le casser. Comment je vais casser mon évier maintenant pour Pessah? Donc en fait, là, les Chachamim, ils ont dit l'eau chaude, ça marche aussi. Pourquoi? Alors c'est là où j'ai discuté avec mon ami en Israël tout à l'heure. Ceux qui le connaissent sur Torah Box, avec qui je passe un grand bonjour d'ailleurs, Emmanuel Ben Simon, qui parle souvent sur Torah Box, c'est ma Chavruta. Et il m'a dit voilà, il y a deux éthérimes. Le premier éther, c'est que cet évier-là, il monte jamais à Yad Soledetbo. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on cachérise un instrument par la même absorption qu'il a eu. Est-ce que vous avez déjà... En général, l'eau qui rentre là-bas, c'est pas de l'eau qui est Yad Soledetbo. Je veux dire, même quand on lave la vaisselle, vous lavez jamais la vaisselle, comment dirais-je, avec de l'eau brûlante. D'accord? Donc il n'y a jamais une absorption qui arrive à Yad Soledetbo. Et en plus de ça, même si absorption il y a eu, c'est une absorption avec quoi? Avec du liquide vaisselle. Donc on a deux raisons de permettre. D'abord, que l'absorption n'est jamais à des degrés qui vont absorber. Et deuxième permission, c'est que quand ça absorbe véritablement, il y a aussi du liquide vaisselle. Donc le chametz qui rentre là-bas, il est déjà pagoum. Il a déjà altéré son goût. Donc en résumé, que ce soit un évier en fer, où là c'est le top, je verse de l'eau chaude, ou que ce soit un évier en céramique, là aussi, je vais verser de l'eau chaude. Pareil pour si j'ai du marbre. D'accord, j'ai des plans de travail en marbre. Là aussi, je vais verser de l'eau chaude. Et il y en a qui ont l'habitude de recouvrir dessus avec ou bien du papier aluminium épais, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir, ou bien avec... ou bien avec, comment dirais-je, avec une... comment on appelle ça? C'est un truc qu'on colle, vous savez, comme ça? Un adhésif. Voilà, un adhésif qu'on met sur toute la surface. Mais ça, c'est uniquement la khumra. Là où ça devient obligatoire, la khumra, c'est une exigence en plus, parce que c'est du marbre. Le marbre, je peux le faire ressortir. Mais il y en a qui ont dit, d'accord, que comme je vous ai dit tout à l'heure, le marbre, c'est une pierre qui ne ressort pas, et donc ils mettent aussi en couverture. Là où ça devient obligatoire, c'est quand on a un plan de travail en bois.
Amusez-vous à verser de l'eau chaude sur du bois. Tu peux, non, d'après la halakha, on l'avait vu avec Ramassoun, on peut mettre de l'eau chaude sur du bois, il n'y a pas de problème, ça ressort l'interdit, mais vous l'avez bousillé le blanc de travail. Donc c'est pour ça que là on mettra aussi pareil un adhésif, d'accord? Pareil pour les tables, est-ce que les tables que j'ai à la maison, je vais devoir les ébouillanter? Ben, c'est-à-dire que non, parce qu'au bout du compte, j'ai dessus j'ai un bulgum, voilà, j'ai un toile ciré. Maintenant, pour les gens qui véritablement mangent la table sans couverture, il faut verser de l'eau chaude dessus. Si c'est du bois, c'est du verre. avec du bois? Non, pas avec du bois, avec des carreaux. C'est une table qui est scellée au mur, avec des carreaux. Et ça n'abîme pas? Non, ça n'abîme pas. Voilà. Maintenant, là aussi pareil, si on a peur que la table s'abîme, si on a peur que la table s'abîme, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dessus une nouvelle nappe, bien propre, d'accord, qui va recouvrir, voilà. Maintenant, si je veux cachériser ma nappe aussi, pareil, je la mets en machine et je l'ai bouillante dans la machine. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon, alors ça aussi, encore une fois. On faut tout neuf. On a de l'année à l'année entière. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une marloquette, une grande discussion entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Est-ce que le verre, il absorbe ou pas? Voilà pourquoi les Ashkenazes, ils pensent que le verre, il absorbe. Et donc, il change. Mais les Sfaradim, non. Shulchan Aruch, il pense que le verre n'absorbe pas. Maintenant, il dit, le Rav Yosef, ça c'est intéressant, qu'il y a beaucoup des Sfaradim qui habitent en dehors d'Israël, comme en France, qui ont pris l'habitude ashkénaze. Il dit que normalement, s'ils veulent faire comme les Sfaradim, libre à eux, en particulier s'ils font leur aliyah. Parce qu'il pensait que il a toujours dit que ce qui était en Israël, qui était le maître de la halakha en Israël, ça aussi ça a été une grande marloquette entre Rav Yosef et Rav Mordechai Eliaou, qui était le maître. Rav Yosef, il a toujours dit c'était le Rav Yosef Karo. Le Rav Mordechai Eliaou dit non, avant lui il y avait le Ben Ishraï, c'est le Ben Ishraï. En tout cas, toujours est-il que le Rav Yosef dit c'est Maran. Et donc quand on arrive en Israël, on fait Atara. Parce que, attention, il faut quand même faire Atarat Nedarim, se délier de cette obligation. Parce qu'on a pris plus que 3 fois. Avec un rave. Avec un rave. Eh oui, parce que plus que 3 fois on a fait ça. Et on va se délier de ça et dire maintenant je fais comme les Faradim, j'utilise mes verres, les mêmes pour Pessah, les mêmes pour la semaine. Mais bon, moi je dis pourquoi combien? Franchement, vous allez dans le commerce, ça coûte 2 € les 6 verres. Ah ouais, si on jetait les verres. Quand tu disais avant, qu'est-ce qu'on faisait? Les verres, on les trempait complètement d'huile de la nuit. Ah ouais, pourquoi pas? Pour les faire sortir, ouais. À l'eau chaude? Non, l'eau du robinet. L'eau du robinet? C'est vrai. Pas Donc la nuit, on les laisse. Ah mais c'est bien, pourquoi pas? 3 jours, chaque soir, on change une autre pour le autre. Eh ben, je vous écoute. Oui, s'il vous plaît. J'ai ouï dire qu'il ne fallait pas utiliser les couteaux, par exemple, avec les manches, le manche en bois. Et oui, parce qu'encore une fois, si vous avez un couteau entièrement en fer, donc vous le trempez et là, mais le problème des manches en bois, c'est que le khametz peut s'insérer entre la lame, entre la partie en fer et la partie en bois. Donc il vaut mieux ne pas l'utiliser, tout à fait. Mais dans la théorie, si on arrive à les tremper dans de l'eau bouillante et que tout ressort, mais bon, c'est un peu compliqué. Alors maintenant, on va parler des légumineuses. Dans les 10 dernières minutes qui nous restent, on va parler des légumineuses. Hein? Qui dit légumineuses dit riz, haricots, pois chiches, lentilles, et tout cela. Alors, Il y en a qui Nous, on mange. tous les Sfaradim, normalement, peuvent manger les légumineuses. D'accord? Dans votre mishpacha, on faisait comme les Ashkenazim, mais vous pouvez rester avec ce minag. Mais sachez que celui qui veut faire Atara sur ça, il peut se délier, comme j'ai dit tout à l'heure avec l'histoire du poulet, il peut se délier et en manger. Maintenant, c'était quoi le problème? C'est qu'à l'époque, tous les légumineuses comme le pois chiche, les haricots, les lentilles, elles pouvaient s'entremêler avec du blé. Et c'est ça, ceux qui cultivaient les légumineuses, ils cultivaient aussi du blé. Et donc on avait peur au mélange. Voilà, comme a dit tout à l'heure Madame Zana, et ça il va le dire tout à l'heure, un peu plus loin, que le riz, il faut le vérifier 3 fois. Pour voir, je ne sais pas si ça vous est arrivé de trouver du blé dedans. Non. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des industries où la plupart du temps, quand ils font du blé, ils font du blé. Quand ils font du riz, ils font du riz. Mais bon, il dit qu'il faut quand même. Et les Ashkenazim, bien évidemment, pour eux, c'est assourd de manger tout ce qui est kitniot. D'accord? C'est pour ça que les séjours aujourd'hui,
tous les séjours de Pessah, ils écrivent là-bas sans kitniot pour attirer la clientèle ashkénaze. Parce que sinon, comment ils vont manger les ashkénazim? C'est pas possible. Maintenant, oui. Ça veut dire quoi sans Kitniot, c'est légumineuses. Les légumineuses. Pois chiches, lentilles, haricots blancs, riz, tout ça c'est des légumineuses. Eh oui. Ah, il mangeait des dattes, c'est ça? Ah ouais. Vous êtes marocaine? Ah voilà, moi j'ai vu. Hein? Ah, vous êtes en famille avec Moshe Abissera alors, du consistoire. Eh bien moi, le grand-père à ma femme, c'était le beau-frère. C'est pour ça que je ne peux pas faire pour moi, Pessah, c'est... Moi, je me rappelle le grand-père à ma femme qui était le beau-frère de Baba Saleh, Rabbi Nissim Amsalem. Eh bien, lui aussi, quand il buvait son café, il ne mettait pas de sucre, il mangeait des dattes. Avec ses dattes, et voilà, c'est comme ça qu'il. Maintenant, quel est le dîme quand on a des mariages mixtes? Alors ici, j'étais un honneur. Quand il n'y a pas des mariages mixtes. Non, mais attendez, qu'est-ce que j'appelle mariage mixte? Elle n'a pas compris. Ah bon? Voilà, je fais exprès de faire une boutade. C'est quoi mariage mixte? Ashkenaz, Farad. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est des juifs, c'est pas grave. Comment on fait? Mais vos fils, ils sont ça. Alors, comment on fait quand on a un mariage mixte? Alors, la femme, elle doit se plier aux habitudes de son mari. Mais là, je vais dire à votre mari. C'est du machisme. Non, mais regardez, là c'est dans son intérêt. Là c'est dans son intérêt. Non, mais regardez, quand je dis, attention, qu'on soit bien clair, plier, je parle dans le sens du minag. Hein. N'extrapolez pas. On fait comme qui les minagim? Par exemple, une ashkénaze qui se marie avec un sfarad, elle va faire la prière en sfarad. Et vice versa. Une sfarad qui se marie avec un ashkénaze, elle va faire la tefila en ashkénaze. La pauvre. Mais bon, normalement, là c'est dans son intérêt qu'une femme ashkénazia, elle n'a jamais mangé de riz, elle n'a jamais mangé d'haricots blancs, de pois chiches. Elle va aller chez un rave, d'accord, et elle va mettre mévatel, elle va annuler ce minag, d'accord, de manger, de ne pas pouvoir manger. Le rave il va dire moutarlar. Et les verres, maintenant, tu peux les utiliser aussi pour le Hametz et pour Pessah. Tous les khumrot que tu avais jusqu'à maintenant, elles sont annulées, même Mikan ou les Abba, tu peux faire comme ça. Là où ça devient plus compliqué, c'est l'inverse. Une femme qui était sfaradite et qui maintenant, elle est rentrée chez les Ashkenazim. Comment est-ce qu'elle va faire? Alors elle, par respect, quand elle est avec son mari, bien évidemment, elle ne peut pas manger. Elle ne peut pas manger de riz et tout ça, d'accord? Donc elle ne mangera pas. Mais par contre, quand elle est chez ses parents, même le fait qu'elle soit mariée avec un ashkénaze, elle n'a pas à ne pas manger. Quand elle est chez ses parents, elle peut manger du riz, des trucs et tout ça. Que le mari ne dise pas attention, va chez tes parents, tu ne manges pas. Non, non, elle peut manger. Il n'y a pas de souci. C'est pas un truc qui est, c'est pas un issour. D'accord? Elle gardera. Oui. Mais si un Algérien il ne mange pas le riz, et quand il. Voilà, on y arrive. Là, il dit Mishpacha Yotse Marocco. Tous ceux qui viennent du Maroc et qui n'avaient pas l'habitude de manger du riz, et maintenant ils arrivent en Israël, il dit le Rav. Ils sont rentrés dans la terre de Maran, de Rav Yosef Karo, et ils n'ont qu'à juste aller faire Atara et dire maintenant on fait comme en Eretz Israël, on mange le riz, le poulet, le truc. Voilà, il faut faire Atara. Il faut faire Atara, c'est important. Ouais, il faut faire Atara, c'est important. Atara, c'est tous les vœux que vous avez faits, ou alors les engagements que vous avez pris sur vous, plus que 3 fois, ça devient une obligation. Donc là, ces gens-là, ils ne vont pas manger de riz plus que 3 fois. Donc ça devient une obligation pour eux. Donc à partir de là, il faut faire vigilant, d'accord, de bien aller voir un rave et dire voilà, jusqu'à maintenant, j'étais dans l'habitude de ne pas manger de riz, de pas manger des légumineuses et tout ça. Maintenant, je veux me délier de ce néder-là. D'accord? Juste, je veux terminer. Oui. Et si c'est la femme qui va à la place du mari, ou la belle-mère elle va à la place pour faire ta... Pour faire le... La tara. Ah non, il faut que ce soit la famille entière qui aille. On ne peut pas avoir on peut pas avoir de distorsion. Il faut se mettre d'accord là. On fait tous... Il faut qu'on fasse tous la même chose. Non, le mari il mange déjà, il mange ça. Non. Il a mangé. Il n'a pas bien fait. Oui, alors est-ce qu'on peut faire maintenant? Il faut lui dire va faire la tara maintenant. Lui, il n'a pas le temps d'aller. Il a le temps, lui. Non, Bon, au sujet du Ta'anit Bechorot, vous savez qu'à la veille de Pessah,
les premiers-nés doivent jeûner. Sachez que c'est pas que les premiers-nés, c'est les premiers. Là, une fille aussi, elle a normalement la mitzvah de faire. Voilà. Alors normalement ce serait bien, mais on n'est pas. C'est pas tout le monde qui pense. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Et il y en a qui ont dit qu'effectivement, c'est que les hommes et pas les femmes. Voilà pourquoi est-ce que ça serait bien que, au moins, et moi à l'époque je me moquais de ceux qui faisaient ça, mais en fait le Rav il le dit, ce serait bien qu'au moins les hommes ils ramènent un petit gâteau au premier-né fille à la maison. Voilà. Pourquoi vous êtes premier-né aussi? Non, pas moi, sa fille. D'accord. Il amène pour sa fille. Et le mieux, il dit le Rav de Yosef, ça serait qu'elles aillent dans la Ezrat Nashim. Elles aillent à la synagogue, écoutez, parce que qu'est-ce qu'on fait? À l'origine, on devrait faire un jeûne. D'accord? Mais vous savez qu'on dit que participer à un sioum, à une fin d'études, ça vaut des milliers de jeûnes. Voilà pourquoi, à la veille de Pessah, les Chachamim, ils ont dit la chose suivante. On ne va pas faire jeûner les gens pour qu'après ils se retrouvent dans l'incapacité de bien faire le jeûne. Donc le mieux, c'est qu'ils aillent écouter un sioum. Il y a beaucoup de monde. Voilà. Ils aillent écouter un sioum pour pouvoir se délier du jeûne. Et ce serait bien aussi que les dames, ils disent c'est quelqu'un qui peut. Mais là, ça, on parle des jeunes filles qui sont arrivées à l'âge de jeûner, qui n'ont pas accouché. Mais on l'a dit l'autre fois, vous vous rappelez, pour Tanit Esther, une femme qui a accouché, à part pour Yom Kippour et Tisha B'Av, tous les autres jeunes, une femme qui a accouché durant 24 mois, elle ne doit pas faire de jeûne. J'ai dit ça à ma fille, commençait à rigoler. Je me dis pourquoi nous on s'occupe des enfants, ils sont à la crèche, on va travailler. Comment je pars? J'ai pas compris. Donc elles peuvent ne pas jeûner? J'ai dit à ma fille, son fils il n'a pas 4 mois, il a 12 mois après. Alors elle peut ne pas jeûner? Oui, mais je lui ai dit, maman, je te raconte, je vais travailler, je vais faire tout ce qu'il faut, et mon fils il est à la crèche. On avait vu dans le Rav de Yosef que ça ne sert à rien. Elle n'est pas obligée de jeûner. Dans les 24 mois de l'accouchement, elle n'est pas obligée de jeûner. Mais logiquement, elle a dit ceux qui sont plus regardés sont à la maison, peut-être se battre. Moi, je sais que d'après la fin, on part du principe qu'une dame qui a accouché, pendant 24 mois, son corps, il est encore en métamorphose. Il est. Ouais, mais voilà. Normalement, les 24 premiers mois, les femmes, elles ne sont pas obligées de jeûner. Ou une femme qui allait aussi, elle n'est pas obligée de jeûner. D'accord? Alors là aussi, si l'enfant n'est pas bar mitzvah, c'est le père qui va aller à la place. Écouter le sioum. S'il ne peut pas écouter, d'accord, ou alors que lui-même il est béchor, le père, alors comment il va faire? Parce que lui, il écoute pour son fils, et lui, il faut qu'il jeûne. D'accord? Alors, normalement, il devrait jeûner au moins pour lui ou pour son fils. Et comme il dit ici le Rav, le soir, on va boire les 4 verres de vin, on va devoir raconter la Haggadah, on va devoir faire, c'est pas possible d'imposer un jeûne. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'écouter un sioum Maseret qui va marcher pour lui, d'accord, et pour le fils. Oui. Le père ne peut pas aller à la synagogue parce qu'il est malade, il est fatigué, il est très âgé. Il doit faire le jeûne. Écoutez, s'il est au point, encore une fois, de ne pas pouvoir aller à la synagogue écouter, c'est qu'il n'est pas aussi, et c'est qu'il est exempté du jeûne. Vous comprenez ce que je veux dire? L'un des éléments. Rapidement aussi, dans les 2 dernières minutes, bien vérifier le soir du Seder, même si on vous donne des salades de gouche catif, comme il dit ici le Rav, il faut quand même les vérifier. Parce qu'on a déjà vu des salades qui viennent du gouche catif, qui apparemment poussent sur un fil et tout ça, il y avait des bêtes quand même dedans. Donc bien vérifier les salades, faire attention que les enfants se reposent. Parce que le soir de Pessah, qui doit poser des questions? Les enfants, s'ils ne sont pas en bonne forme, d'accord? Et faire en sorte qu'ils aient envie de rester, leur mettre des bonnes choses à table, des cacahuètes, des pistaches, des biscuits, quoi que oui, des biscuits, des Pessah, pour qu'ils puissent être éveillés à poser des questions. Les femmes ont la même obligation que les hommes de faire la Haggadah le soir de Pessah. Ne pas croire. Elles doivent commencer depuis le début de la Haggadah, d'accord, à l'Achmania, jusqu'à la fin du Hallel. Elles sont obligées de boire les 4 coupes de vin, elles sont obligées de s'accouder, de manger de la ficobane, enfin bref, elles sont obligées de faire tout, d'accord? Et même plus que ça, une femme qui est seule à la maison, elle peut s'acquitter du Seder elle-même, d'accord? Et là, pour celles qui étaient là les fois d'avant, elles peuvent faire aussi le kiddush avec Shechianou à l'intérieur. L'autre fois, je vous avais dit qu'elle ne faisait pas Shechianou parce qu'elle l'a déjà fait dans la Dakat Nerot. Mais ici, le Shechianou, il est aussi pour toutes les nouvelles choses qu'on mange, la recette, la matzah.
Donc elles devront refaire chez nous, mais on souhaite vraiment que toutes les femmes elles soient dans leur famille, qu'elles ne se retrouvent pas seules le soir de Pessah. Et terminer en disant que quand c'est écrit dans la Torah, Veigata levincha, tu diras à ton fils, c'est pas que les fils, les filles aussi. Veigata levincha, tu raconteras à ta fille s'il n'y a pas ton fils. Voilà, alors la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va reprendre Ilchot Kashrut des ustensiles, mais ustensile par ustensile, dans le Rav Valéou. Et je crois qu'il y a encore un cours après, non? Il reste 2 semaines, non? Non, un cours, c'est tout. Un seul? Un seul. Alors on fera que la cachérisation de tous les ustensiles, ustensile par ustensile. Voilà, parce que là on l'a fait en rapidité cette fois-ci.